A priori, vous savez, l'Union européenne est une institution, un ensemble d'institutions qui travaillent un peu sur tous les sujets et naturellement dans une optique plutôt civile. Donc, permettre à l'Union européenne de réfléchir sur des questions de sécurité, c'est pas facile. Ça fait partie de mon travail. Je suis chargé notamment de mettre en musique la stratégie européenne de cybersécurité. Et dans ce contexte, je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui à Lille. Quelles sont nos grandes priorités et nos grands enjeux? Vous avez entendu ce matin le secrétaire d'État à la Défense vous expliquer quelles étaient les menaces, je ne vais pas y revenir. Nous, à l'Union européenne, nous définissons la cybersécurité comme recouvrant l'ensemble des mesures de sécurité susceptibles d'être prises pour se défendre contre ces attaques, avec une conviction très forte, c'est qu'il ne faut pas se contenter de mesures IT, comme on dit. Il faut avoir une approche plus vaste qui couvre l'ensemble des questions de cybergouvernance, sans quoi on passe à côté de beaucoup de menaces dangereuses. La stratégie européenne cybersécurité a été élaborée et adoptée en 2013 par l'Union européenne, à la fois par la Commission européenne, et plus particulièrement surtout la DG Connect, mais aussi d'autres institutions européennes, d'autres directions générales de la Commission, et puis le Service européen pour l'action extérieure, qui s'occupe de la coordination, en quelque sorte, vis-à-vis de l'étranger, de toutes ces questions. Il s'agit du premier document d'orientation complet rédigé par l'Union européenne dans ce domaine et qui comporte 5 piliers: la résistance, la résilience, dit-on, globale de l'Union européenne, la lutte contre la cybercriminalité, les enjeux de cyberdéfense dans le cadre de l'Europe de la défense, les enjeux industriels, bien sûr, et enfin, ce qu'on pourrait appeler la cyberdiplomatie, c'est-à-dire la politique de l'Union européenne dans le cyberspace. La cyberdéfense, eh bien, il est indispensable de réaliser qu'aujourd'hui, nous en avons besoin dans beaucoup de domaines. D'abord, pour mettre en œuvre la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a aujourd'hui 17 opérations de l'Union européenne à l'extérieur, de sécurisation, de maintien de la paix, de formation des institutions de sécurité de pays qui ont besoin de cette aide. La plus connue peut-être, c'est l'opération contre la piraterie dans l'océan Indien et la mer Rouge, Atalanta. Il faut que ces missions, ces opérations militaires, mais aussi des opérations civiles, qui sont beaucoup plus nombreuses, soient protégées contre les cyberattaques. Et donc, les États membres de l'Union européenne ont insisté à plusieurs occasions sur la nécessité d'adopter un cadre cohérent de cyberdéfense et de sécurité. Mais en 2013, le Conseil a mandaté la patronne, la chef du Service européen d'action extérieure, la haute représentante, comme on dit, de développer avec le soutien de la Commission, mais aussi d'une petite agence qui existe à l'Union européenne, qu'on appelle l'Agence européenne de défense, un cadre d'action de cyberdéfense qui a été adopté en novembre 2014, et qui identifie des domaines prioritaires, avec par derrière, bien sûr, un plan d'action et des mesures plus précises. Et dans le cadre de ce plan d'action, nous avons défini 5 priorités. Le soutien au développement des capacités cyber des États membres, ce que vous voyez aujourd'hui illustré dans le cas de la France très bien par le FIC. L'amélioration de la protection des réseaux de communication utilisés par les entités européennes dans le cadre de la PSDC, c'est-à-dire les communications gouvernementales. Doivent-elles passer par des fibres optiques? Doivent-elles passer par satellite? Quel type de protection? Voilà. Troisième priorité, la promotion de la coopération civilo-militaire et des synergies avec les autres politiques de l'Union européenne. En quoi la cybersécurité est-elle essentielle pour les politiques de développement, les politiques d'éducation, les politiques de transport, les politiques d'énergie? On l'a vu récemment avec un exemple donné concernant les attaques contre les infrastructures civiles critiques, notamment les réseaux électriques en Ukraine. L'amélioration de la formation et des exercices. Et puis, bien sûr, il faut toujours penser à améliorer la coopération avec les autres acteurs internationaux, l'ONU, l'OTAN et autres, l'OSCE. S'agissant des priorités et de la priorité consistant à développer les capacités cyber des États membres, nous, au niveau européen, nous mettons principalement l'accent sur le diagnostic, le monitoring, le situation awareness, être au courant de tout ce qui se passe, de tous les développements
et les indices de crise qui peuvent nous être communiqués. La prévention, la détection, la protection, le partage d'informations et aussi les analyses criminalistiques. L'Agence européenne de défense travaille également sur les projets de mutualisation et de partage capacitaire. Mais là, je vais vous faire part de ma frustration personnelle, je ne peux pas y résister. Il est difficile, et nous avons besoin de forums comme celui-ci et du soutien des personnes qui s'intéressent à la cybersécurité, à la cyberdéfense. Il faut aller plus loin au niveau européen. Il faut que nous puissions engager des activités de recherche, de développement et de mise en commun, le cas échéant, qui soit un peu plus en phase avec les derniers développements en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Nous devons nous intéresser aux questions d'attribution, nous devons nous intéresser aux moyens qui existent et qui sont développés aujourd'hui concernant la protection contre les différentes opérations visant des sites Internet. Il y a des techniques d'interdiction, des techniques de barrage. Nous devons nous intéresser à toutes ces techniques pratiques de cyberdéfense, car sans cela, si nous n'avons pas une vision de l'ensemble du panorama, nous ne pouvons pas être pleinement efficaces. Or là, nous nous heurtons encore à cette tradition de l'Union européenne, que celle-ci n'est pas compétente dans le domaine de la défense, qu'en particulier en matière de cybersécurité, il y a des domaines opérationnels qui sont réservés aux États membres, toutes choses que nous reconnaissons sans problème, mais qui nécessitent de travailler sans relâche à ce qu'il n'y ait pas de solution de continuité entre le niveau national et le niveau européen. Et pour ça, il faut effectivement avancer pas à pas. Il existe aujourd'hui des réflexions dans le cadre européen, une stratégie européenne de sécurité et de défense, dans le cadre duquel nous réfléchissons à de nouvelles avancées de manière à être un peu plus efficace dans le soutien au développement des capacités cyber des États membres, mais aussi dans l'amélioration de la protection de nos opérations de maintien de la paix. Pour la coopération civilo-militaire, il s'agit principalement d'aligner les efforts de R&D militaire avec les programmes civils comme Horizon 2020, ou plus exactement de permettre que les programmes civils comme Horizon 2020 travaillent un petit peu plus dans le domaine de R&D militaire, dual, afin d'améliorer l'intégration d'une dimension de cybersécurité aux programmes qui ont une dimension duale. Dans le domaine aérien, par exemple, on peut penser à César, dans le domaine spatial au programme Galileo. La Commission prépare un plan d'action de défense européen et une action préparatoire qui devrait permettre de dégager quelques financements pour ce type d'action duale. En ce qui concerne la formation et les exercices, l'objectif est toujours de développer une culture commune de cybersécurité et de cyberdéfense au niveau européen et de la diffuser à l'ensemble de la chaîne de commandement des opérations et des missions qui relèvent de la politique de sécurité et de défense commune. Cette intégration d'une dimension cyber au curriculum du Collège européen de sécurité et de défense, la mise en place d'un module spécifique cyber dans le cadre des initiatives Erasmus sont des premiers pas, mais il faut aller beaucoup plus loin. Nous élaborons des training needs requirements, c'est-à-dire des besoins d'entraînement qui soient coordonnés au niveau européen, de manière à couvrir de manière homogène l'ensemble du territoire des différents pays de l'Union européenne. Nous avons le soutien crucial dans cette démarche de la France et du Portugal. Le développement d'un exercice cyber dans le cadre de la PSDC reste également un de nos objectifs à moyen terme. Et enfin, l'amélioration de la coopération avec les acteurs internationaux. S'agissant de l'OTAN en particulier, nous nous concentrons sur des échanges de bonnes pratiques et nous travaillons à la possibilité d'un renforcement de la coopération technique entre notre centre de recherche, le CERT-EU, et l'homologue à l'OTAN, le NCRIC, avec toujours une difficulté fondamentale qui est celle que les échanges très officiels sont, comme vous le savez, rendus difficiles par le fait qu'il y a au sein de l'Union européenne des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, et l'un d'entre eux, Chypre en particulier, pose problème à un membre de l'OTAN qui est la Turquie. Donc ça pose toujours un certain nombre d'obstacles au rapprochement entre l'Union européenne et l'OTAN dès l'instant que l'on approche des domaines d'échange d'informations classifiées. S'agissant de la cyberdiplomatie, le Conseil de l'Union européenne a adopté en février 2015 des conclusions relatives à la cyberdiplomatie, ou plutôt à la diplomatie relative au cyberespace. Et ces conclusions couvrent toute une série de questions globales, les questions de sécurité internationale, le droit international,
le renforcement des capacités cyber, la protection des droits de l'homme en ligne et la gouvernance de l'Internet. Nous soutenons activement les différents processus internationaux en cours. Nous savons que nous sommes dans un processus de développement normatif continu, mais que nous ne partons pas de zéro et qu'il n'y a pas un vide légal. Nous le rappelons régulièrement dans tous les dialogues bilatéraux que nous menons avec les pays qui développent une forte industrie cyber. L'Union européenne considère que le droit international s'applique au cyberespace. Et donc, nous ne soutenons pas nécessairement dès à présent la création de nouveaux instruments juridiques. Nous considérons que le comportement des États, le comportement de chacun, doit suivre et doit respecter les principes de droit international établis de longue date. Ainsi, notamment dans le domaine de la cyberdéfense, la cybersécurité, les questions de proportionnalité, la question de distinction entre les civils et les militaires, tous les autres principes qui sont rappelés dans la Charte des Nations Unies s'appliquent au cyberespace. Alors, il faut quand même adapter ces principes pour expliquer ce qu'ils signifient dans le cadre du cyberespace. Et c'est dans ce domaine que nous accordons une valeur certaine aux travaux du groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU qui cherche à développer des normes de comportement et suggérer des mesures de coopération pour mieux faire face aux menaces existantes et potentielles. De nombreux éléments relatifs à l'application du droit international au cyberespace ont déjà été dégagés dès le premier rapport de ce groupe en 2013. Un nouveau rapport a suivi en 2015, grâce au travail de 5 membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Estonie. Vous savez que l'Estonie, qui juge avoir fait l'objet d'une cyberattaque importante il y a quelques années, a développé un centre de défense cyber à Tallinn qui est tout à fait intéressant. Et le rapport confirme que les États doivent coopérer en cas d'incident cyber majeur touchant les infrastructures critiques, qu'ils sont tenus responsables en cas d'activité cyber malicieuse mise en œuvre par des acteurs non étatiques, mais émanant de leur territoire. Et nous estimons que les règles et les principes qui sont ainsi agréés au niveau international permettront d'améliorer la transparence, la prédictibilité et la coopération, notamment contre le cybercrime. L'Union européenne s'est engagée aussi au niveau régional. On travaille au niveau mondial, mais on travaille aussi au niveau régional. C'est normal pour une organisation comme l'Union européenne. Et nous soutenons au niveau régional le développement de mesures de confiance. D'abord dans le cadre de l'OSCE, bien sûr, mais aussi ailleurs. Les organisations régionales représentent des enceintes qui sont assez adaptées pour rapprocher des États, d'abord des États qui font face un peu au même type de problème, et aussi des États entre lesquels il existe parfois des tensions. Ainsi, si l'on veut parler de mesures de confiance, il vaut mieux commencer au niveau régional et ensuite essayer de généraliser ces mesures de confiance au niveau global. Si vous faites l'inverse, vous risquez de vous heurter assez vite à des difficultés régionales et à définir quelque chose qui sera valable pour une région et pas pour une autre. Et à ce moment-là, vous prendrez le plus petit commun dénominateur, tandis que si vous procédez région par région, vous maximisez en quelque sorte vos bénéfices. Dans la panoplie des mesures de confiance qui existent, nous en visons 3 particulièrement dans le domaine cyber. L'adoption de mesures de transparence dans un premier temps, dans un deuxième temps des mesures de coopération et enfin dans un troisième temps des mesures de stabilité. L'Union européenne a joué un rôle de soutien actif à l'adoption d'une première liste de mesures de renforcement de la confiance dans le cadre de l'OSCE en décembre 2013, création de points de contact nationaux, ça c'est très important, partage de documents de stratégie, de white books pour qu'on puisse comparer, et nous soutenons activement les négociations en cours sur une seconde liste de mesures coopératives. Mais nous ne limitons pas notre intervention au cadre strictement européen. Nous soutenons aussi le développement de processus similaires dans le cadre asiatique, dans le cadre du forum régional de l'ASEAN, l'ARF. Nous allons ainsi commencer à travailler en Malaisie au mois de mars 2016 sur la mise en place de mesures de renforcement de la confiance pour améliorer la coopération opérationnelle pendant les incidents cyber entre les États membres et le secteur privé pour la protection d'infrastructures critiques. Vous savez que dans cette région, nous devons absolument faire progresser la conception commune que nous pouvons avoir avec eux en ce qui concerne le droit à la propriété intellectuelle. Les règles de propriété intellectuelle doivent se développer dans cette région. Les discussions sur la cybersécurité sont un des moyens que nous avons de pousser cette discussion. Que vous dirais-je en conclusion? Que nous reste-t-il à faire? Beaucoup, énormément, parce que la cybersécurité, c'est un domaine qui évolue extrêmement vite. Quels seraient les axes, je dirais, à titre personnel, m'exprimant maintenant à titre personnel, les axes que je voudrais voir renforcés dans les prochains mois
l'année ou les 2 prochaines années. Je voudrais d'abord que l'on s'intéresse davantage à la protection cybernétique ce que j'appellerais les infrastructures supercritiques. On s'intéresse aux infrastructures critiques, bien sûr, mais vous savez ce que c'est qu'une infrastructure critique civile ou militaire? C'est une infrastructure, si elle cesse de fonctionner, si on l'attaque, elle va créer un grand désordre et pourrait même être source de morts civiles. L'infrastructure supercritique, pour moi, c'est une infrastructure qui est critique, mais dont l'impact, si elle est attaquée, va dépasser celui d'une région ou d'un pays, va avoir une portée plus globale. Jusqu'à présent, on reconnaissait plus ou moins 2 infrastructures supercritiques, les attaques contre les lignes aériennes, parce que tout de suite ça impacte l'ensemble du trafic aérien mondial, et les centrales nucléaires. Je pense qu'il faut y ajouter maintenant les satellites spatiaux. Avec le développement des applications individuelles des satellites, vous avez tous des systèmes de géolocalisation sur vos iPhones ou iPods lorsque vous en utilisez. Imaginez que brutalement tout cela tombe en panne ou encore plus curieusement que le signal soit dévié. Vous imaginez les problèmes que vous pourriez rencontrer. Donc je pense qu'il faut réfléchir à une protection particulière d'un certain nombre d'infrastructures civiles critiques. Je pense aussi qu'il faut essayer de mieux utiliser au niveau européen les expériences positives qui ont lieu au niveau national. Si je prends le cas de la France, puisque j'ai la chance et l'honneur d'y être, eh bien, je dirais qu'il y a 2 expériences qui m'intéressent tout particulièrement et que je souhaiterais peut-être voir méditer et peut-être, qui sait, utilisées ou reproduites au niveau européen. D'abord, ce que la France a fait pour mettre ensemble les principales industries de défense de manière à définir des éléments, des normes industrielles, des normes pratiques communes. Toute cette notion d'équipement et d'opérateur de confiance est une notion qu'il faut probablement développer. L'Union européenne vient d'adopter, comme vous le savez, la directive Nice, qui cherche à développer, à favoriser le développement d'une culture de sécurité informatique sur l'ensemble du territoire européen. Elle suit donc l'exemple d'un certain nombre d'États membres et il faut aussi prolonger cela en impliquant la dimension industrielle. La directive Nice aussi vise à protéger le droit au respect de la vie privée. Un deuxième exemple que je vois se développer en France et qui me paraît pouvoir être médité au niveau européen, c'est l'exemple de ce pôle d'excellence dont vous avez un magnifique stand du côté des stands de la FIC. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour accroître la formation et la recherche. Ce sont les 2 domaines dans lesquels il y a une sorte de utilité duale qui ne poserait donc pas trop de problèmes à la vocation de l'Union européenne, et je pense que c'est une idée qui mérite aussi d'être méditée. Je vais vous remercier de votre attention et cesser mon propos ici.